On va Merci. continuer sur une toute autre thématique. J'ai particulièrement de plaisir à accueillir aujourd'hui dans ce topo le docteur Mireille Harimalala, qui normalement était invité au colloque l'année dernière et pour des raisons, on va dire, administratives, n'a pas pu venir faire son topo. Et donc, je suis extrêmement content aujourd'hui de pouvoir l'avoir. L'année dernière, vous deviez être en binôme avec votre collègue, avec un binôme sur la peste. Et donc, aujourd'hui, tu es là et on est vraiment content que tu sois là et puis que la délégation malgache soit aussi là pour représenter Madagascar. On est ravis. Et donc, tu vas nous parler des risques d'introduction de la peste dans les territoires des îles de l'océan Indien. À toi de jouer, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui suis contente d'être ici et je tiens à remercier l'organisateur de m'avoir invité à ce colloque qui est vraiment, à mon avis personnel, très intéressant. Et ça m'a permis de sortir un peu de ma bulle de chercheuse et de découvrir ce qui se passe aux alentours et c'est très bien. Donc, je suis chercheuse à l'unité d'entomologie médicale de l'Institut Pasteur de Madagascar. Et ma thématique de recherche est axée sur tout ce qui est transmission vectorielle de la maladie peste à Madagascar. Mais cette thématique peut être subdivisée en plusieurs sous-thématiques où j'apporte tout ce qui est histoire de surveillance entomologique, lutte antivectorielle, étude des mécanismes de transmission et compétences vectorielles, mais également tout ce qui est mécanisme de résistance aux insecticides. Et ma présentation d'aujourd'hui est un peu générale sur la maladie peste, mais également sur toutes les activités que nous avons pu effectuer en termes de surveillance animale sentinelle dans les différentes îles du sud-ouest de l'océan Indien. Donc, contexte, la maladie peste est une maladie zoonotique à transmission vectorielle et qui affecte de manière accidentelle l'homme. Et il y a 3 acteurs principaux dont les réservoirs et hôtes qui sont formés principalement par des rongeurs et lagomorphes. Il y a le vecteur que sont les siphonaptères ou les puces et il y a la bactérie pathogène qui est Yersinia pestis. La période d'incubation après infection chez l'homme est d'environ 1 semaine. Et il y a 3 formes cliniques, donc à savoir la forme la plus commune qui est la forme bubonique, la forme pulmonaire, mais également la forme septicémique. Ceci représente le cycle de transmission de la peste, généralement. Donc, on peut diviser le cycle de transmission de la peste en 3 parties. Donc, il y a tout d'abord le cycle enzootique, il y a le cycle épizootique et puis survient après l'épidémie. Et pour commencer, il y a tout d'abord le cycle enzootique où la bactérie pesteuse circule au sein des animaux petits mammifères sauvages à bas bruit, sans qu'il y ait notification d'animaux morts. Et la transmission du pathogène est effectuée par les puces qui sont ectoparasites de ces petits mammifères sauvages. Ces petits mammifères sont résistants à l'infection et c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à détecter en fait le pathogène. Mais une fois qu'il y a une ou des populations qui soient sensibles à l'infection, donc ces petits mammifères meurent de l'infection. Et leurs puces qui sont à la fois opportunistes et ectoparasites, donc laissent les animaux morts pour chercher tout ce qui est hôte aux alentours qui soit disponible. Et ça peut être à ce moment-là que l'on peut être infecté par la piqûre de ces puces. La forme bubonique peut ensuite évoluer en forme pneumonique secondaire qui, par la suite, peut évoluer en forme pneumonique primaire. Et la transmission, donc, se fait soit par piqûre des puces, soit par contact direct, soit par inhalation de gouttelettes infectées. Et à Madagascar, nous pouvons distinguer 3 pestes, dont la peste sylvatique et la peste sauvage. Il y a la peste en milieu urbain, et il y a aussi la peste en milieu rural qui est le plus commun
généralement. Comment se fait la transmission vectorielle du bacille? Donc, il y a deux mécanismes de transmission principaux pour transmettre le bacille par les puces. Il y a ce qu'on appelle la transmission par blocage proventriculaire, mais il y a également ce qu'on appelle communément early phase transmission ou transmission précoce. Concernant le premier mécanisme qui est le mécanisme par blocage proventriculaire, tout d'abord, la puce prend son repas sanguin sur un mammifère infecté et les bactéries qui sont donc ingérées se trouvent et se multiplient au niveau de cette partie qui est le proventricule de la puce, une partie entre l'ésophage et l'estomac. Et environ 2 à 3 semaines post-infection, le proventricule est bloqué parce que les bactéries ont formé un biofilm qui gêne l'ingestion de nouveaux repas sanguins. Et le sang ingéré se mélange avec les bactéries de la surface du biofilm et par la suite régurgité à travers les pièces buccales. Et c'est pour cela qu'on parle de transmission par régurgitation sur le site de piqûre. Mais la puce, elle est affamée. Donc, elle va persister à prendre son repas sanguin et c'est là qui augmente le risque de transmission vers des hôtes naïfs. Concernant le deuxième mécanisme, early phase transmission, cette fois, il n'y en a pas besoin de blocage proventriculaire pour que la puce effectue la transmission. Et la période d'incubation extrinsèque est très courte parce que, voilà, il y a des auteurs qui disent que ça se fait à partir de 3 heures post-infection, mais d'autres auteurs sont plus prudents pour ne pas mélanger ces mécanismes avec le mécanisme de transmission mécanique. Donc, eux, ils disent que la transmission se fait à partir de 3 jours post-infection. Les figures juste montrent qu'il y a bien ce deuxième mécanisme EPT, principalement pour la puce qu'on appelle Oropsilla montana, qui est le vecteur majeur de la peste en Amérique, mais également chez Xenopsilla chaeopis, qui est également un vecteur très efficace en Amérique et ailleurs. Et pour nous, au sein de notre unité de recherche, nous effectuons des injections expérimentales utilisant Xenopsilla chaeopis et nous aussi, même si les données ne sont pas encore publiées, on a aussi ce mécanisme de early phase transmission. Dans le monde, les potentiels foyers PSE sont représentés dans cette carte et les données sont basées sur des données historiques et actuelles. Et on rencontre quelques foyers en Amérique, aux US, à l'ouest, dans les États ouest, notamment dans les Rocky Mountains ou en Arizona. Mais il y a également des foyers en Amérique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, incluant Madagascar, mais également en Afrique du Sud. Et il y a aussi des foyers en Inde, en Chine et dans la zone paléarctique. Mais actuellement, les pays endémiques pesteux, les 3 premiers sont donc la République démocratique du Congo, Madagascar et Pérou. Mais c'est Madagascar qui rapporte la majorité des cas reportés annuellement à l'OMS. Dans l'océan Indien, les premières épidémies ont été reportées à Maurice, à La Réunion et à Madagascar à la fin du 19e siècle. Moi, j'ai cherché dans la bibliographie, mais je n'ai pas encore réussi à savoir s'il y a eu de l'épidémie aux Comores ou à Mayotte pour l'instant, mais je continuerai à chercher, mais je n'ai pas d'informations sur ça.
À Madagascar, cette maladie a été introduite en 1898, ou reportée pour la première fois, plus précisément, et a été amenée par des bateaux en provenance de l'Inde. Et une fois que ça a été entré dans la région côtière est, dans le port de Tuamas, on a aussi reporté la maladie dans le port de Mazang, dans le port de Diego Suarez, mais un peu plus tard, vers 1924, dans le port de Tolagnar. Après l'introduction de cette maladie à Tuamas, vers 1921, la maladie a été reportée ici dans la capitale et dans les régions des hauts plateaux, où cette maladie est actuellement devenue endémique de ces régions des hauts plateaux. La carte à droite montre les différents districts foyers pesteux actuellement. Et tous ces districts foyers se trouvent, comme j'ai mentionné, dans les régions des hauts plateaux de Madagascar, mais également il y a un foyer un peu plus au nord, mais qui sont à des niveaux altitudinaux entre 600, 700, 850 mètres. Ces données sont des données actuelles qui datent du mois de juillet dernier. Parce que à l'Institut Pasteur de Madagascar, on produit un bulletin hebdomadaire qui raconte donc l'évolution de l'épidémie et tout ce qui est donc les différents nombres, les effectifs et tout ça. Et actuellement, on a donc environ 244 cas qui sont notifiés, dont 18% de formes pulmonaires, 77% de formes buboniques et 4% non précisées. Et ces cas notifiés, en fait, peuvent être trouvés dans les différentes tranches d'âge, notamment chez les jeunes. Et toujours pareil avec les cartes, les districts de notification se trouvent dans les régions des hauts plateaux. Et il y a en fait 3 districts qui reportent beaucoup de cas actuellement, quelques cas au nord, quelques cas au sud également. Et dans ces districts, il y a à la fois les formes buboniques et les formes pulmonaires généralement. À Madagascar, en général, la peste est une maladie à déclaration obligatoire et à Madagascar, donc dès qu'il y a notification, il y a une fiche qui est remplie par l'agence Inter, puis transmise à la direction de la veille sanitaire et après, les agents opérationnels du ministère effectuent donc la surveillance épidémiologique pour essayer de retracer l'origine de l'épidémie, mais également d'effectuer la surveillance des animaux sentinelles en collaboration avec l'Institut Pasteur. Et puis, les prélèvements sont envoyés au laboratoire central de la peste qui est hébergé à l'Institut Pasteur et qui est donc un centre collaborateur OMS. Les cas, pour définir les cas, il y a donc les cas suspects probables, confirmés et non cas. Les cas suspects sont toutes personnes présentant un tableau clinique évocateur de la peste. Les cas probables sont toutes personnes suspectes avec des analyses positives en TDR ou sérologie ou examen microscopique. Et les cas confirmés sont toutes personnes suspectes et au moins un test positif à l'un de ces tests proposés. Et pour les non-cas, sont toutes personnes suspectes et qui ont par la suite des résultats négatifs aux différents tests, différentes analyses proposées. Si je reviens un peu à ce tableau d'effectifs pour les cas notifiés actuellement, ici nous avons des cas de peste bubonique qui s'élèvent à 77% cette année. Mais en fait, généralement, chaque année, on a plus de 70% des cas notifiés qui sont confirmés peste bubonique. Et ce chiffre, en fait, confirme le rôle important des vecteurs
dans la transmission du pathogène et également dans le déclenchement de l'épidémie. Quels sont les vecteurs de la peste dans l'océan Indien? Donc, il y a actuellement 3 espèces vectrices qui sont connues dans l'océan Indien. Il y a tout d'abord la puce orientale du rat, ou Xenopsila chaopis. Cette espèce est une espèce cosmopolite et a une très grande distribution géographique dans le monde, où on peut trouver vraiment cette espèce dans des différentes régions bioclimatiques. Cette espèce a été toujours une espèce d'intérêt pour les chercheurs, puisque depuis la découverte du rôle de puce dans la transmission de la peste vers 1914, on a commencé à investiguer sa compétence vectorielle et cette espèce s'avère une espèce très efficace à transmettre Yersinia pestis. Et les mécanismes qu'elle utilise pour transmettre le bacille, c'est le blocage proventriculaire et la transmission précoce. Il y a aussi sa congénère brasiliensis, qui est une puce de rat, qui est également cosmopolite et se trouve dans différentes régions du monde, mais a une distribution géographique moins large que Chaopis. Sa compétence vectorielle, elle est compétente à transmettre, et selon les données que nous n'avons pas encore publiées jusque-là, elle est capable d'effectuer le blocage proventriculaire et la transmission précoce. Et la troisième est une espèce endémique du pays, de Madagascar, qui s'appelle Sinopsilus fonkernier. Cette espèce est une espèce qu'on rencontre généralement dans la forêt, une espèce forestière, mais également en milieu péridomestique. Nous avons pu, à travers nos manipulations d'infections expérimentales, trouver que cette espèce effectue le blocage proventriculaire, mais également la transmission précoce. Voici donc ce qui est un résumé de la distribution de ces 3 espèces dans 5 îles de l'océan Indien. Xenopsila chaopis se trouve partout, brasiliensis peu partout sauf à Mayotte, et la puce endémique. Pourquoi surveiller les risques de la peste dans les îles de l'océan Indien? Tout d'abord parce que Madagascar est un pays endémique qui rapporte le plus de cas à l'OMS annuellement. Comme vous pouvez voir ici, il y a toujours des centaines de cas qui sont reportés annuellement. Et il y a tous les pays qui rapportent des cas. En Afrique, on a le Congo, Madagascar, l'Ouganda, la Tanzanie. En Amérique, Bolivie, Pérou, US. Et en Asie, on a la Chine, la Fédération russe, le Kyrgyzstan qui n'a pas beaucoup rapporté, et la Mongolie. Et on doit aussi surveiller, pourquoi? Parce que Madagascar effectue d'importants échanges commerciaux et maritimes avec les îles de l'océan Indien. Et quand on parle de transport de marchandises, il y a potentiellement un risque de transport accidentel de réservoirs. Et si jamais le réservoir est infecté, à ce moment-là, il y a donc risque d'introduction dans le pays de destination ou au moins dans la zone, dans la ville portuaire de ce pays. Une autre raison pour surveiller, c'est que les 3 pandémies de peste, que ce soit la peste justinienne ou noire ou la 3e pandémie, ont été les résultats d'introduction de la maladie via les voies maritimes. Et en conséquence, donc, les zones portuaires sont vraiment des zones à risque quand il s'agit d'introduction de la peste. Étant donné que la peste est une maladie zoonotique à transmission vectorielle, la surveillance des risques consiste tout d'abord à investiguer, non pas les humains, mais les réservoirs dans les petits mammifères et les vecteurs que sont les puces selon donc, la recommandation de l'OMS. Quelles sont les méthodes que nous utilisons pour surveiller ces animaux sentinelles?
Donc il y a tout d'abord la diversité spécifique et l'abondance des espèces de réservoirs, des hôtes et des vecteurs. Il y a l'indice publicidien, il y a l'évaluation du portage du bacille, mais il y a également l'évaluation du statut de sensibilité des vecteurs vis-à-vis de la lutte antivectorielle qui est adoptée. Et donc pour cela, on capture les mammifères, on identifie les espèces, on collecte les puces, on identifie les puces, on effectue le calcul de l'indice publicidien et l'OMS a établi un seuil qui est égal à 5 et au-dessus de 5. Donc, si on a un indice publicidien au-dessus de ce seuil, c'est qu'il y a un risque de transmission. Et tout ce qui est détection du portage de Yersinia pestis chez les réservoirs et chez les vecteurs. Et à la fin, nous faisons aussi des tests insecticides sur des puces que nous élevons à notre insectarium. Globalement, les méthodes de surveillance, c'est piégeage des petits mammifères utilisant des pièges à criager ou des pièges de type Sherman pour les petits mammifères juvéniles. Après, on euthanasie les petits mammifères en utilisant un protocole qui a reçu l'approbation du comité d'éthique animale de l'Institut Pasteur. Et puis, on collecte les puces, on brosse le pelage, on collecte les puces. Et ces puces collectées sont soit conservées vivantes ou conservées mortes selon les manips qui vont se faire après. Après ponction cardiaque, échantillonnage sur sérobuvard de sang, mensuration qui va permettre l'identification de l'espèce du petit mammifère, et puis dissection et prélèvement de la rate. Pour tout ce qui est prélèvement chez les petits mammifères, on effectue la TDR, détection de l'antigène à faim. On peut effectuer également la méthode bactériologique par culture bactérienne sur milieu sélectif, ELISA, et QPCR utilisant l'échantillon de rate. Pour tout ce qui est vecteur, nous effectuons l'identification sous loupe binoculaire en utilisant des clés que nous avons déjà établies depuis 2021. Si on a collecté des puces vivantes, on le met en période quarantaine, puis en élevage. Et puis, quand on obtient le nombre suffisant pour effectuer le test insecticide, on procède au test insecticide. Et actuellement, les tests insecticides que nous faisons sont surtout les organophosphates comme le phénitrothion, mais également les pyrétrinoïdes de synthèse comme la deltamétrine ou la permétrine. Et actuellement, l'insecticide de riposte épidémique est le phénitrothion à 2%. Et puis, si nous avons collecté des puces que nous avons conservées en éthanol et qui sont des puces mortes, on procède à la PCR. Voici quelques articles qui résument les travaux de surveillance que nous avons pu effectuer au sein de l'océan Indien, des activités de 2014 à 2024, pour ceux que ça intéresse, mais les diapos que je vais présenter par la suite donc, sont les résultats qui sont présentés dans ces articles-là. Nous avons effectué la surveillance portuaire à Mahajang, et puis dans le port de Mahajang, et puis dans le port de Longoni en mai et en octobre 2014 pendant 2 saisons, et en collaboration avec l'ARS de Mayotte. Et entre 2018 et 2019, nous avons aussi pu faire la surveillance portuaire dans le port de Mahajang, Thomas, à Moroni, à Mutsamudu, mais nous n'avons pas pu faire à Mweli. On a également parti à Maurice, et il y a l'autre collègue de la Réunion qui vient de l'UMR PIMIT qui a travaillé sur tout ce qui est zone portuaire de la Réunion. À Mahajang, nous avons effectué 3 ou 4 échantillonnage, pareil qu'à Thomas,
Mais pour les autres îles, on était parti seulement une fois pour des raisons budgétaires. Les activités de surveillance qu'on a pu effectuer à Mayotte et à Madzing ont montré donc la présence de ces petits mammifères. Donc à Mayotte, il y a le rat noir, la souris domestique et également une musaraigne de maison. À Madzing, il y a les 4 petits mammifères. Et à savoir que ces petits mammifères sont déjà confirmés réservoirs de la peste. C'est le rat noir qui est plutôt prédominant à Mayotte, tandis que c'est le rat brun à Madzing. Concernant les indices pullucidiens, à Mayotte, on a des valeurs très faibles d'indices pullucidiens. Mais à Madzing, par contre, les valeurs des indices pullucidiens sont supérieures au seuil de risque qui est égal à 5. Et plus important encore, c'est que notre équipe à l'unité peste a réussi à isoler une souche de Yersinia pestis sur un rat brun qu'ils ont capturé à Madzing, dans le quartier de Marlac, qui est près du port, au mois d'octobre. À Mayotte, il n'y a pas d'animal qui soit TDR positif, mais à Madzing, on a pu identifier 2 musaraignes qui ont été séropositifs. Suite aux investigations de 2018 et 2019, donc, nous avons pu effectuer 4 sessions à Thomasin, 4 sessions à Madzing, une session pour chacune des autres îles. Et là, on a pu constater que c'est plutôt le rat brun qui est prédominant dans les différentes zones portuaires. Les efforts de piégeage ont été comme suit. Nous avons effectué 3 à 4 nuits de capture pour chaque zone portuaire, dépendant de la circonstance locale. Les efforts de piégeage sont comme suit, mais le succès de piégeage est un peu faible parce que ça n'a pas dépassé les 10%. Pour les puces, nous avons identifié une seule espèce qui soit présente dans les zones portuaires, donc c'est Xenopsylla chaopis, qui est l'espèce la plus compétente à transmettre Yersinia pestis. Et nous avons pu collecter 1596 puces suite à ces investigations. C'est surtout à Thomas, le mois de janvier, qu'on a eu le plus de puces collectées. Et c'était surtout les rats bruns qui ont été les plus infestés. Et les indices pullucidiennes sont élevés, sauf pour Moutsamoudou. Les puces que nous avons pu collecter sur terrain ont été passées en PCR et il y a eu 1841 puces individus testés. Et heureusement, il n'y a pas eu de positif confirmé à l'ADN de Yersinia pestis. Quelles sont donc les constatations suite à ces travaux de surveillance? Donc, les vecteurs et les réservoirs sont bien présents dans les points d'entrée, donc il y a risque d'introduction. La surveillance périodique existe déjà, notamment à Maurice parce que eux, ils ont des agents opérationnels basés sur la zone portuaire et qui cherchent donc à surveiller ce risque d'introduction de Madagascar vers leurs îles. Nous avons pu constater également que le besoin de formation sur les techniques de piégeage et de capture sont nécessaires. L'île Maurice est demandeur et nous, lors de notre passage à l'Union des Comores, on a pu donner la formation aux agents opérationnels de l'INRAP qui se trouvent des fois travaillant dans la zone portuaire. Mais il est maintenant, je pense, nécessaire de
de donner la formation en tout ce qui est termes de diagnostic et de prise en charge chez les techniciens et les agents hospitaliers en vue de se préparer à toute éventualité. Les messages à retenir pour conclure. La maladie peste, c'est à l'origine une zoonose transmise à l'homme quand les puces laissent le rat mort pour trouver un hôte disponible pour pouvoir prendre le repas sanguin. Prévenir la maladie, c'est investiguer les animaux sentinelles, puisque le diagnostic de l'homme est effectué seulement suite à une suspicion chez le cas humain. Il y a 2 raisons importantes pour surveiller le risque d'introduction de cette maladie dans les îles voisines de Madagascar. 1. L'endémicité de cette maladie à Madagascar, mais également les échanges maritimes importants que le pays effectue avec ces îles voisines. Surveiller le risque d'introduction de la peste, c'est surveiller les zones portuaires, considérant les 3 pandémies connues. Et finalement, la surveillance zoonotique a été effectuée dans l'océan Indien, mais ces activités sont maintenant en stand-by. Ça devrait être continué, ça devrait être priorisé et effectué cette fois de manière semi-longitudinale ou longitudinale et en utilisant un protocole bien standard pour chaque intervenant de chaque île. Et voilà ma présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup Mireille. C'est passionnant, ça nous fait complètement voyager vers une maladie que probablement la plupart d'entre nous n'avons jamais vue. Peut-être Philippe, même pas Philippe, bon alors c'est que vraiment personne n'a vu, sur une île dont on entend beaucoup parler mais qu'on connaît très mal. Et voilà, merci beaucoup, c'était très didactique, c'est pas forcément évident de transmettre à des non-entomologistes et tu l'as vraiment bien fait. Est-ce que quelqu'un a une question ? Vous féliciter aussi pour la magnifique présentation. Dans la littérature, on dit parfois qu'on peut anticiper les épidémies avec le nombre de rats morts qu'on retrouve. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir quand il y a des montées épidémiques à Madagascar ou c'est pas si évident? En fait, l'observation de l'épizootie-murine est un des indicateurs, mais que j'ai oublié de mettre là. Donc, on observe l'épizootie-murine et c'est un indicateur de risque de transmission et d'épidémie. Moi, j'ai une question. Juste une petite référence littéraire. Il y a Fred Vargas qui a sorti son dernier polar récemment. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et que je prenais pour du fake vient d'être raconté par Mireille, où il y a toute une histoire autour des puces. Donc il y a des gens qui meurent dans son roman et on retrouve des piqûres de puces et il part surtout sur un truc où il faut identifier des gens qui auraient des chiens qui viennent de mourir parce que c'est à ce moment-là que les puces quittent leur hôte et vont trouver un autre opportuniste un peu de façon accidentelle. Je pensais que c'était n'importe quoi et c'est exactement ce dont Mireille vient de parler où quand les rongeurs sauvages meurent, et ben les puces cherchent un hôte qui est pas habituel. Bon, c'était amusant. J'ai une question plus réglementaire. Est-ce que, comment formuler les choses? Est-ce que les ports du monde se méfient des bateaux malgaches? Comme on sait que c'est endémique à Malgache, est-ce que les bateaux malgaches sont traités d'une façon particulière? Je n'ai pas eu connaissance de ça, mais c'est plutôt l'océan Indien qui se méfie des bateaux de Madagascar, mais je n'ai pas d'informations sur les ports à Marseille ou les trucs comme ça. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'Institut Pasteur de Lille vient d'obtenir un projet qui cherche à évaluer les risques de réémergence de la peste en métropole. Mais je ne sais pas si ces collègues-là ont prévu d'aller investiguer le port ou pas, mais c'est devenu d'actualité actuellement. D'accord. Docteur Nyang. Merci Mireille pour cette brillante présentation. Ce que je voulais dire, c'est le dernier point au niveau de la formation en tout cas, parce que nous sommes à la porte des éventuelles épidémies dans l'océan Indien, surtout ici à Mayotte. Donc je sais qu'à chaque fois que la peste surtout, chaque fois qu'on entend parler de la peste, une petite épidémie à Madagascar, c'est tout Mayotte qui tremble. Donc je suis tout à fait preneur et que je suis en point référence COREP et que je me bats pour avoir effectivement une chambre d'isolement qui répond à cette coordination, à la COREP.
au niveau de l'hôpital en tout cas, et que l'ARS vient de me faire un petit mot, comme quoi qu'ils sont tout à fait disponibles pour qu'il y ait cette chambre, comme la pression négative, pour qu'on puisse avoir un isolement correct pour certaines épidémies qui pourraient arriver sur l'île. Et surtout, il faut vraiment former les techniciens et les agents hospitaliers d'ici ou à La Réunion pour être prêts à toute éventualité, parce que comme j'ai dit, la peste, ça existe toujours à Madagascar. 200 cas annuels, c'est pas rien. C'est pas rien. Merci beaucoup. Je voudrais aussi féliciter Mireille pour cette très belle communication. Moi, je vais rebondir un peu à ce qui a été dit par Dr Niang tout à l'heure. En fait, Madagascar est un pays endémique de peste, mais même nous, en médecins malgaches, avant, on ne connaissait pas très bien la peste. Parce que comme elle a dit au début, la peste, c'était surtout, des épidémies en milieu rural. Et même à Tananarive, dans les grandes villes, les médecins n'avaient pas vraiment l'habitude de voir des cas de peste. C'est l'épidémie de 2017 qui nous a vraiment incité à mieux connaître la peste. Et en fait, suite à cette épidémie-là, on a fait vraiment beaucoup de formations sur la peste. Déjà, pendant l'épidémie, on a dû former les médecins, les infirmiers, comment faire les tests diagnostiques rapides, comment traiter les patients, comment il faudrait manager les cas suspects et tout ça. Et c'est maintenant, on connaît beaucoup mieux. Ce qui était à l'origine de cette épidémie, en fait, le premier patient malade a contracté la peste dans une zone endémique. Mais en général, les gens, quand ils tombent malades, ils préfèrent rentrer chez eux tout de suite. Donc c'est pendant le transport. Pendant le transport, il a développé la peste pulmonaire. Il a transmis à ses voisins dans le taxi-brousse la peste. Les gens sont arrivés à Tamatave parce que le patient venait de Tamatave. Là, les gens ont présenté une peste pulmonaire et les urgentistes, les médecins de Tamatave n'avaient pas l'habitude de gérer ces cas-là. Ils n'ont pas du tout pensé à la peste au début. Mais après, il y avait différentes, on va dire, veillées funéraires et tout ça. Donc il y avait des rassemblements dans beaucoup de familles. Certaines personnes sont encore venues à Tana. Et c'est à Tana qu'on a évoqué pour la première fois le diagnostic de la peste, parce qu'il y avait des décès successifs dans la famille. Et tout était parti de ça. Moi, je pense que la peste doit être mieux connue par les médecins, et surtout parce qu'on n'est pas encore à l'abri d'une épidémie, même d'une pandémie. Hein. Parce que si un cas débarque dans un avion, il développe comme ça la peste pulmonaire, il peut transmettre ça à tout le monde et les gens vont s'éparpiller dans différentes régions du monde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une ou des questions? On va aborder la peste sous l'angle pédiatrique. Merci. Félicitations Mireille pour cette présentation. Étant à Mahazang, j'ai eu des patients qui avaient de la peste en début de 2000, des enfants qui ont été piqués par les puces. J'avais aussi fait une partie de mon stage d'externat à l'Institut Pasteur. À l'époque, il y avait Madame Chanteau qui a développé le fameux TDR de Madagascar. Donc, on avait l'habitude d'utiliser assez rapidement les TDR devant une adénopathie fébrile douloureuse, ce qui est assez rare. Donc, c'est un réflexe et on n'a jamais eu de cas de peste pulmonaire. Le peste pulmonaire, je l'ai eu à Tana dans les services, j'ai eu des patients à Tana dans les services de maladies infectieuses. Mais ce qui fait que pendant les périodes d'épidémie, tout le monde est sensibilisé, on connaît les pestes pulmonaires, mais quand ce ne s'étend pas des zones d'endémie. Donc, à Madagascar, il y a les 200 cas, mais personne n'en parle, hein, parce que c'est dans les zones restreintes, dans des brousses, dans vraiment des zones qu'on connaît et où tous les médecins, tous les agents de santé, ils savent, ils sont tellement familiers que tout de suite, l'épidémie est, les cas sont restreints.
Et ce qui fait que les cas sortent aussi des fois, ces déclenchent, c'est à cause des feux de brousse. Hein. C'est quand les rats, ils quittent leur logement dans les collines et à cause des feux de brousse, et après ils rentrent dans les villages. Et c'est là que se déclenchent donc régulièrement ces cas de peste à Madagascar. Mais comme on le dit, on est sensibilisé, nous surtout dans les zones portuaires. Et il y a aussi les TDR qui sont assez rapides. On a les TDR et devant des cas, la plupart, c'est des pestes buboniques. Mais ça fait déjà des années qu'on n'en a pas eu dans les ports, donc je ne crois pas que les marins ils vont être inquiets parce que nous, on est à Madagascar. Dans les ports, ça fait des années qu'on n'a pas eu des pestes même buboniques. C'est assez rare dans les ports. Merci. J'ai un message de Renaud Blondet en ligne, ancien chef de service de l'AREA, qui est maintenant à Mayotte, et qui m'avait raconté il y a quelques années qu'en voyageant en Afrique du Sud, il était tombé sur un touriste qui avait un ganglion et qui s'est avéré être par la suite une peste bubonique. Oui, il y a la peste en Afrique du Sud. Oui. Mais leur vecteur, c'est une autre espèce. Ça s'appelle Tinopsilus, mais pas Xenopsila. C'est une autre espèce. Bon, ben, je crois qu'on va conclure cette session. Je remercie les trois intervenants. Je crois que c'était une belle session zoonose tropicale, des choses dont on ne parle pas très souvent, la peste, la fièvre de la vallée du Rhist. Ça fait vraiment plaisir. C'était à Mayotte qu'on pouvait en parler. Merci à tous d'avoir été là.